Choisir tout, faire rimer ambition professionnelle et personnelle, prendre du temps pour soi, ne rien sacrifier. Bienvenue dans Les Équilibristes, le podcast qui invente de nouvelles façons d'intégrer toutes les facettes de la vie le plus harmonieusement et sereinement possible pour œuvrer à l'égalité femmes-hommes dans les entreprises, les organisations et la société plus largement. Pour traiter ces sujets millefeuilles, à la fois intimes, familiaux, sociaux, économiques, vous entendrez ici des conversations avec des femmes, des hommes, des couples, des experts qui choisissent tout et nous livrent ce que ça signifie pour eux et comment ils avancent. L'ambition de ce podcast, vous rassurer, vous faire réfléchir, rire et prendre du recul. Et surtout, vous mettre en action pour construire la recette qui vous convient. Je m'appelle Sandra Fiodo et je suis la fondatrice de Conscious Cultures, une société dont la mission est d'aider les entreprises à comprendre et prendre en compte qui sont leurs salariés, leurs besoins réels et aspirations pour concevoir les conditions qui leur permettront de fournir leur meilleur travail. Merci de votre écoute, je me réjouis de faire avancer ces sujets avec vous. Investir, je sens que c'est un truc que je devrais faire et je m'en veux de pas le m'y mettre. C'est la phrase qu'Hélène Gerby, que vous allez entendre dans cet épisode, entend le plus souvent de la part des femmes avec qui elle échange sur le sujet de l'investissement. Et la procrastination, dans ce cas, comme souvent, est liée à une inquiétude sous-jacente. Peur de pas s'y connaître, peur de pas avoir assez à investir, sentiment que l'investissement c'est pour les autres, voire que l'investissement nourrit des intérêts dans lesquels on ne se reconnaît pas. Hélène Gerby, c'est la cofondatrice de Femca, la plateforme de formation aux finances personnelles et à l'investissement à destination des femmes, qui rend l'investissement simple et accessible à toutes. Avec Hélène, on a levé les freins qui empêchent les femmes d'accéder à l'investissement, en rappelant que c'est jamais trop tard et qu'on n'a jamais trop peu pour commencer à investir et se créer un filet de sécurité. L'investissement, c'est bien sûr aussi une belle métaphore pour parler d'investissement en soi, du fait de pouvoir compter sur soi. On a parlé de son parcours, d'hypersensibilité, et ça m'intéresse de savoir ce que vous pensez de notre échange à ce propos-là, de prise de décision, de rapport au travail, de ses manières de se ressourcer. J'ai adoré cet échange avec elle et j'espère que vous en ressortirez motivés à prendre vos finances personnelles en main. Très bonne écoute. Bonjour Hélène. Bonjour Sandra. Bienvenue dans Les Équilibrés, je suis très contente de te recevoir. Merci beaucoup, je suis ravie d'être ici avec toi. Alors, je commence toujours par cette question et j'adore, ça me permet d'assouvir ma curiosité. Et puis, je trouve qu'on en apprend beaucoup sur les gens. Mais j'aimerais beaucoup qu'on commence par parler d'Hélène, petite fille, que tu me la présentes. Elle était comment, cette Hélène? Dans quel environnement elle a grandi? Avec quel modèle? Avec quel message? Elle était comment? Voilà. C'est une grande question. J'ai passé mon enfance en Normandie. Donc, j'ai des souvenirs d'une enfance très heureuse, beaucoup de temps passé dans la nature. Et surtout, c'était une phase de grande découverte. Moi, j'étais un peu une exploratrice quand j'étais enfant. Je lisais beaucoup. Je passais beaucoup de temps à découvrir des choses. Enfin, je me rappelle que j'avais ce que j'appelais mon classeur de recherche. Et en fait, j'avais plein de sujets qui me fascinaient quand je découvrais des nouvelles choses. Je sais pas, que j'entendais à la télé ou je découvrais dans les magazines. Et après, je creusais. Je passais beaucoup d'heures un peu introspectives, on va dire. Donc voilà, une enfance entre la nature et l'exploration, on va dire. C'était quoi les sujets qui t'intéressaient? Qu'est-ce qu'il y avait dans ton classeur de recherche? Alors, c'est très varié. Quand j'y repense, ça me fait beaucoup rire parce que ça allait une passion pour l'astronomie où j'essaie de comprendre comment ça fonctionnait les étoiles parce que c'est un truc qui me fascinait, par exemple, jusqu'à la mythologie grecque qui me fascinait aussi, par exemple. Donc, c'était très éclectique. Il y avait un peu de tout. Et ça partait un petit peu dans tous les sens. Je n'ai pas encore trop compris le fil rouge, mais peut-être qu'il n'y en avait pas. Les grands mystères, quoi. Tout ce qui est un peu hors de notre compréhension, en fait. Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai, c'était peut-être un petit peu ce côté, les choses qui nous dépassent qui nous dépassent, que ce soit d'un point de vue temporalité, parce que c'est à la fois très loin, et en même temps en termes de concept. Ouais. Donc voilà. Et puis je pense aussi, mêlé aussi avec une envie de voyage, exploration, etc. Et t'étais dans une fratrie, des frères et sœurs? Oui. Alors, un seul grand frère, on est très très différents, il n'était pas du tout là-dedans, et donc non, je ne sais même pas trop d'où ça vient. Ouais. C'est marrant. Et tes parents, c'était quoi les messages que tu avais autour de toi sur l'école, sur la vie? Sur l'école, moi, j'avais un père qui était pour lui, les études, c'était quelque chose de très important. Donc, j'ai eu très tôt
très tôt, on m'a placé le curseur un peu à me dire, c'est important vraiment de bien travailler à l'école parce que lui, il vient, enfin mon père est algérien et lui, dans sa famille, ses parents n'avaient pas eu la chance d'étudier et donc il a eu beaucoup d'opportunités finalement dans sa vie et notamment venir en France, faire sa thèse en France, etc. grâce à l'école en fait. C'est vraiment ce qui lui a permis de réaliser beaucoup de choses et donc du coup, il a toujours placé, je pense, il y avait une valeur travail qui plaçait comme très très importante et qui nous a beaucoup transmis. Ma mère aussi était alignée là-dessus, donc c'est vrai que moi très tôt j'ai mis beaucoup de priorités sur ça et très tôt j'ai adoré l'école aussi. J'ai adoré apprendre en fait. Donc c'était une enfance studieuse, on va dire. Ouais. Et maintenant qu'on connaît un petit peu la petite Hélène aujourd'hui, comment tu te décris quand on te dit bonjour Hélène, t'es qui? Qu'est-ce que tu réponds? C'est presque, oui, c'est une question. Aujourd'hui, je dirais, alors je suis une femme de 30 ans, une entrepreneur, une entrepreneur, une conférencière, mais aussi, surtout, je me définis surtout comme une femme engagée. Parce qu'aujourd'hui, mon entreprise, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, donc, qui est une entreprise à mission. La raison pour laquelle j'ai entrepris, je suis devenue entrepreneur, c'est pour l'impact, c'est pour mes engagements, et notamment mes engagements sur les sujets d'égalité femmes-hommes au niveau économique et financier, principalement. Ouais, alors justement, tu me fais une super transition. Bien sûr, on va parler évidemment de ton entreprise. Toi, ton sujet de prédilection, c'est les femmes et l'investissement. Ce n'est pas les femmes et l'argent, c'est les femmes et l'investissement. Alors, je suis très curieuse du chemin de vie, de l'enchaînement d'événements en fait, qui ont fait que tu as décidé de lancer un business sur ce sujet-là très précis. Oui, en plus, c'est vrai que c'est pas forcément une évidence au départ. Moi, au départ, j'ai fait des études en sciences politiques et en marketing communication, donc assez éloignée finalement de ces sujets-là. Mais en parallèle, j'ai toujours été, on va dire, ça fait bien une bonne dizaine d'années, depuis mes 20 ans, vraiment profondément touchée, sensibilisée par le sujet du droit des femmes, de la cause des femmes au sens large, on va dire. Et j'ai été dans plusieurs associations. Donc, j'étais engagée sur différents sujets, d'abord sur des sujets qui étaient très liés à la question du corps des femmes, de la santé des femmes aussi au sens large. Et puis progressivement, les sujets se sont un peu élargis. Je suis venue sur le terrain au moment où on a commencé à parler un peu plus de women empowerment, avec notamment tout le mouvement Lean In, etc. Je me suis emparée de ce sujet qui a fait beaucoup écho chez moi à ce moment-là. Juste, j'ai envie de t'arrêter, je suis désolée de t'interrompre, mais j'ai vraiment envie de savoir, c'est très jeune en fait pour se poser ces questions-là. Et à cette période-là, on parle beaucoup des femmes depuis quelques années seulement. Qu'est-ce qui t'a amené si jeune à te préoccuper de ça? Oui, alors en fait, à 19 ans, je suis partie vivre un an en Inde et je pense que ça a été, alors c'est pas forcément sur le moment, mais c'est en revenant en France que j'ai eu une forme de déclic. Alors en fait, c'est assez étonnant parce qu'il a fallu finalement que je parte très loin, que je vive vraiment seule, que je me confronte à une culture extrêmement différente, avec des normes sociales extrêmement différentes, pour prendre la mesure finalement de la question de la place de la femme dans la société, puisque je me suis finalement souvent retrouvée comme étant parfois, ça m'arrivait dans des rues d'être la seule femme, hein, par exemple dans une rue. Et en fait, par effet de grossissement presque, ce que j'ai constaté sur la condition des femmes, par exemple en Inde, m'a fait prendre conscience en rentrant en France que finalement, c'était toujours un sujet aussi en France. Et que finalement, quand on parle, parce que parfois, quand on parle d'engagement sur les sujets de women empowerment, on pense tout de suite à certains pays où il y a énormément de choses à faire, mais en fait, on oublie que devant chez nous, enfin dans nos rues, dans nos écoles, dans nos entreprises, il y a encore énormément de choses à faire sur le sujet. Et du coup, moi, c'est vraiment ce constat-là, enfin, cette prise de conscience, l'éveil, on va dire, a commencé là, parce que sinon, par ailleurs, je ne viens pas d'une famille, enfin, ma mère m'a jamais parlé de féminisme, par exemple. Donc, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai eu cette prise de conscience. Et puis ensuite, dans les cercles étudiants, où j'ai commencé, j'ai eu Beauvoir à 20 ans, et là, ça a été un séisme. Ok. Donc voilà, j'ai compris, on va dire. Et j'ai commencé à voir le monde différemment. C'est souvent ce qu'on dit. Quand je en parlais récemment avec mon associé, quand on commence à chausser les lunettes finalement du féminisme, et c'est vrai pour beaucoup
beaucoup d'autres sujets, on gagne une forme de compréhension du monde et on perçoit les choses différemment. Et c'est à compter de cette date, je pense que ça a commencé. Et donc voilà, et donc ça a cheminé progressivement. Je me suis engagée parce que je sentais que finalement dans mon métier, donc moi j'étais plutôt dans un métier marketing, je trouvais peut-être pas, à ce moment-là, j'avais pas forcément fait cette analyse, mais je trouvais peut-être pas forcément le sens qu'il me fallait, en tout cas pour moi, dans ma compréhension des choses. Et donc j'ai commencé à avoir un peu ce côté, cet engagement à côté. Et puis j'ai cofondé une association sur les sujets donc Women Empowerment avec 2 amis. Et à ce moment-là, j'ai adoré. Je me suis dit, mais en fait, c'est vraiment ça qui m'anime, c'est vraiment ça qui m'engage. Et en parallèle de ça, en fait, j'ai fait ce constat justement que dans tout cet écosystème, s'il y avait bien un sujet dont on parlait très peu, voire pas, c'était la question de l'argent et plus spécifiquement la question de l'investissement. Et moi, en parallèle, j'investissais. Alors, j'ai commencé à investir quand j'ai commencé à travailler, on va dire, vers 25 ans, plus comme un challenge, parce qu'en fait, autour de moi, des amis, mon conjoint, investissaient. Et moi, je me suis dit, mais en fait, pourquoi eux le font et pas moi? Donc, je l'ai vécu un peu comme un challenge personnel. Je me suis dit, mais en fait, moi aussi, j'ai envie de comprendre, moi aussi, j'ai envie de me lancer. Et voilà, il y a un moment, je pense que les 2 choses se sont réunies. Finalement, ce cheminement personnel où moi, j'investissais, je me disais, bah, finalement, c'est pas si inaccessible, c'est même accessible. Hein. Et cette prise de conscience que ce sujet était le grand oublié, en quelque sorte, dans ces réseaux de femmes et dans cet écosystème. Ouais, complètement. Et tu dis, c'est pas si inaccessible que ça. J'aimerais vraiment qu'on parle de ça, en fait. Parce qu'on a, pour beaucoup, je pense, cette image de... c'est réservé aux gens qui ont beaucoup d'argent à investir, c'est réservé à une certaine catégorie. Qui peut investir, en fait? Oui, alors merci de parler de ce point parce que c'est encore, pour échanger avec beaucoup, beaucoup de femmes, je me rends compte qu'il y a encore énormément de freins parce que je pense qu'en France, il y a une vision d'investissement, enfin même un traitement médiatique qui traite ça soit comme, l'investissement finalement comme un casino oulala, avec un monde rempli de risques, on peut tout perdre, etc. Soit comme quelque chose de très élitiste finalement, réservé à certains ou certaines, et donc très inaccessible. En fait, je pense qu'il y a quand même eu dans les dernières années, c'est vrai qu'il fut une époque, c'était très juste parce qu'on devait passer par son banquier ou sa banquière, ça nécessitait d'avoir accès à, on va dire, un certain réseau, etc. Aujourd'hui, c'est plus du tout vrai. Enfin, il y a un niveau de démocratisation, notamment via toute la dimension, on va dire, de digitalisation, mais aussi au global, il y a un travail quand même important qui a été fait dans les dernières années par des acteurs, alors pas publics, mais privés sur tout ce qui est éducation financière. Donc aujourd'hui, nous, c'est vraiment ce qu'on tente de faire chez FMK, l'entreprise que j'ai cofondée, de se dire que voilà, l'investissement, en fait, aujourd'hui, on peut investir à partir de 30, 50 euros par mois. En fait, c'est des réalités qu'on a peu en tête en termes d'ordre de grandeur. Après, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il faut le faire n'importe comment. Il y a quand même des prérequis, se former, comprendre ce dans quoi on investit, se constituer une épargne une épargne de précaution, je vais y arriver. Et puis voilà, avoir aussi réfléchi concrètement à ce qu'on a envie de faire de cet argent, etc. Donc, il y a des prérequis, mais le fait est qu'il y ait des prérequis, ça ne veut pas dire qu'il faut en avoir... Enfin, je pense qu'il y a un vrai sujet sur sensibiliser et comprendre ce que c'est réellement l'investissement, parce que je pense qu'on a aussi beaucoup tendance à confondre investissement et trading. Le trading, on va acheter, revendre, chercher à faire des gains court terme. L'investissement, on est sur une approche de long terme, on va plutôt chercher de la sécurité financière à long terme, etc. Donc il y a un enjeu de pédagogie, un enjeu dans la manière dont on en parle aussi, je pense, qui est très important. Ouais. Et au-delà de ça, il y a quand tu vois ce que tu dis sur le trading, on a aussi, je pense, cette image de finalement, comme si l'investissement, c'était quelque chose de mal, tu sais, comme si on nourrissait des instincts pas très glorieux. Bon, il y a plein de choses là-dedans, mais il y a aussi ce côté, je crois qu'avec FMK, ton ambition, c'est aussi l'engagement, on en a parlé tout à l'heure, et d'investir pour des causes qui servent. Oui, tout à fait. Je te rejoins complètement là-dessus. C'est un des points. En France, on a une vision, qu'on peut résumer comme ça. Hein, l'investissement, les marchés financiers, c'est le mal. Il y a quand même cette vision. C'est un des grands freins, donc qui ressort beaucoup. Alors, notre mission justement aussi, tu l'as dit, nous on parle souvent de double transition vers une finance
qui est à la fois plus inclusive, parce qu'aujourd'hui, dans les faits, la finance reste quand même l'apanage de certains, et peu de femmes réellement s'y sentent légitimes dans cet univers, mais aussi une finance plus responsable, parce qu'en fait, bien sûr qu'il y a un enjeu, et c'est un message qui devient, je pense, de plus en plus fort, et c'est tant mieux, avec notamment l'essor des banques vertes. On prend conscience de l'impact que peut avoir notre argent, que ce soit en termes d'impact carbone, mais aussi en termes d'impact, finalement, cet argent, quand il est sur un compte en banque, il n'est pas train de dormir, il est utilisé par les banques, il est investi dans différents projets ou industries. Donc, avoir conscience de ça, c'est très important. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est aussi une très bonne nouvelle. Alors, il faut faire attention avec le greenwashing, mais il y a de plus en plus d'options quand même pour investir en conscience, investir de manière alignée avec ses valeurs. Et ça, nous, on essaie justement d'orienter un maximum, de parler de ces solutions. Voilà, peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler, de ces solutions qui émergent de plus en plus et qui permettent de concilier les deux. Donc, c'est vraiment, en effet, changer un peu la vision aussi qu'on peut avoir sur l'investissement, parce que nous, ce qu'on dit souvent, c'est que c'est important individuellement, à titre individuel pour les femmes, pour les hommes aussi, bien sûr, mais pour se sécuriser individuellement financièrement, et collectivement, parce que finalement, c'est important aussi d'avoir plus de femmes qui expriment leur voix par ce biais-là, puisque c'est une forme c'est comme un bulletin de vote quelque part. Il y a une manière de dire, là où j'investis, j'oriente les capitaux et j'oriente l'économie dans cette direction-là. Donc forcément, et les chiffres d'ailleurs qui sont intéressants, c'est de savoir que plus de 60% des femmes veulent investir en fonction de leurs valeurs. Donc ça montre aussi l'impact que pourrait avoir le fait que finalement demain plus de femmes investissent sur le financement, notamment de cette transition écologique et sociétale. Oui, c'est ça. Et c'est quelque chose qui est très fort. Tu vois, quand je préparais notre interview, dans tout ce que tu communiques, il y a cette idée sous-jacente que, en fait, on a individuellement beaucoup plus d'impact qu'on ne le pense. On a toujours l'impression que c'est une goutte d'eau, que finalement c'est anecdotique, ou tu vois, on ne se dit pas qu'à 30 € par mois on peut investir, on se dit ça ne sert à rien. Donc, et en fait, tout ça, parle un peu de ça, de cette idée que en fait on a plus de poids qu'on ne le croit. Ah mais complètement, je te rejoins. Moi, j'ai eu cette prise de conscience, et c'est pour ça que c'est intéressant d'en parler, notamment par exemple au niveau du travail, quand j'ai lu c'était Ticket for Change qui avait parler des 80 000 heures qu'on a disponibles dans une vie, on travaille en moyenne 80 000 heures. Et j'ai trouvé ça extrêmement fort, parce qu'en fait, si on se dit, moi, en tant qu'individu à mon échelle, on a l'impression que finalement, sur les grands enjeux contemporains, on est un grain de sable. Mais si on le regarde avec ces autres lunettes, finalement, cette autre vision, et de se dire qu'en fait, j'ai potentiellement à dispo un stock, entre guillemets, de 80 000 heures. En fait, 80 000 heures, c'est énorme. 80 000 heures, on peut faire énormément de choses avec ça, et on peut impacter énormément de personnes, on peut vraiment avoir un impact significatif, et c'est la même chose dans l'investissement. On peut faire un parallèle qui est évident. Finalement, notre argent, on peut se dire, ah oui, mais moi j'ai que quelques centaines d'euros, milliers d'euros, mais en fait c'est ça plus ça plus ça, et plus il y aura, quand on disait 60% des femmes, si on avait 60% des investisseurs, investisseuses qui mettaient leur argent finalement dans la bonne direction, on va dire, et c'est à la fin la trajectoire change. Et qu'est-ce que tu constates chez des femmes qui... Parce que j'imagine que c'est essentiellement des... vous accueillez des hommes aussi, ou c'est uniquement pour les femmes? Alors, on ne discrimine pas, donc non. Aujourd'hui, nos clientes sont 100% de femmes. Après, sur nos formats gratuits, on a des hommes qui s'inscrivent, des hommes qui suivent notre newsletter, etc. Donc, on est inclusif. Et c'est quoi le shift qui s'opère de mentalité, finalement? J'imagine que c'est la première étape. Oui, alors tu as raison, c'est de la mentalité, et c'est important d'en parler, parce qu'en fait, justement, nous, notre constat, c'est qu'aujourd'hui, aussi, la manière dont on aborde les finances personnelles, encore en France, c'est très orienté. On parle tout de suite de choses très techniques, on parle tout de suite de performance, etc. Et moi, ma conviction, ça a toujours été de me dire, finalement, quand on investit, en particulier chez les femmes, il y a autant une question de finalement hard skills, toutes les compétences techniques de l'investissement, mais aussi soft skills, c'est-à-dire régler ce sujet de me sentir légitime pour aller sur ce sujet, gagner, avoir le bon niveau de confiance en moi dans mes connaissances, être OK avec mon rapport avec le risque, parce que c'est un grand sujet en matière d'investissement. Et donc ça, c'est ces soft skills-là. Et nous, on pense réellement qu'il faut aussi traiter ces sujets-là, parce que en fait, si on va directement on attaque
que par l'angle du technique, ah bah voilà, une assurance vie, c'est ça, nanana, sans avant avoir réglé, avoir permis d'éclairer sur tous ces aspects, sur tous les grands freins, etc., eh ben, le passage à l'action, il ne se fait pas. Et donc, nous, notre proposition de valeur, notre mission, c'est vraiment de faire en sorte. Notre mission, c'est de démocratiser l'investissement, mais comment? C'est en favorisant le passage à l'action. Et donc, le passage à l'action, on est convaincu que c'est vraiment ces deux verticales-là qui sont importantes à travailler. Ouais. Je voudrais qu'on parle d'un sujet lié à la vie professionnelle et à la manière dont on a vu cette vie professionnelle. Tu as fait un post il n'y a pas longtemps sur LinkedIn que je trouve hyper intéressant, qui a fait beaucoup réagir sur l'hypersensibilité et l'entrepreneuriat, mais finalement, ça peut aussi je sais qu'il y a beaucoup de salariés qui nous écoutent, c'est valable aussi pour le salarié. Et j'aimerais qu'on parle de ce terme parce que je t'avoue qu'à titre personnel, j'ai autant de mal avec ce terme que je m'y reconnais. Tu vois, c'est... parce que je suis convaincue qu'il décrit à la fois une réalité et en même temps, je me dis, mais puisqu'il y a autant de gens qui réagissent à ton post et à ce qu'on peut lire sur le sujet, est-ce qu'on n'est pas finalement en train de se tromper de trucs? Et en fait, on est juste en train de parler d'un niveau de sensibilité humain normal, entre guillemets, mais dans un monde où cette sensibilité n'avait jusque-là tellement pas de place qu'on paraissait des extraterrestres à l'exprimer. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Est-ce que ça existe, l'hypersensibilité, ou c'est un mot pour décrire finalement quelque chose dans lequel on se reconnaît tous? C'est vrai, c'est très intéressant ce que tu partages parce que je te rejoins. J'ai été très surprise en fait quand j'ai fait ce post-là. Très honnêtement, je sais pas, j'avais envie de l'écrire. Enfin, ça faisait partie de ces posts un peu qui sortent comme ça, une envie de partager, voilà, sans trop savoir quoi attendre ou autre. Et en fait, j'ai eu, au-delà des commentaires, un nombre de messages, etc. Et je me suis dit, mais en fait, c'est incroyable. Enfin, toute la communauté hypersensible de LinkedIn m'écrit, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, je l'avais pas forcément vu de la manière dont tu l'exprimes, et je pense qu'il y a un fond qui est très juste. Je pense que c'est simplement, en effet, il y a peut-être un effet de déformation finalement dans un monde aussi aseptisé en émotions, en particulier le monde de l'entreprise, où dès qu'on sort, dès qu'on exprime un minimum, même juste dès qu'on fait un rictus ou un visage un peu différent de quelque chose de très conventionnel et très attendu, tout de suite on se demande mais qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce qu'elle pense, etc. Je pense que dans un monde de l'entreprise autant fermé aux émotions, ben oui, en effet, certainement que l'hypersensibilité, que toute forme de sensibilité, quelque part, est perçue comme hypersensible, donc sous-entendu trop, quoi, trop extrême. Et je te rejoins dans le sens où, quand on dit hypersensible, le fait est de rajouter ce hyper devant suppose qu'il y a quelque chose qui ne va pas, finalement, que tu sors de la norme, que tu dévies de la norme, etc. Et même moi, aujourd'hui, tantôt, je suis entre des jours où je me dis mais non, je suis pas, en fait ça va, je suis sensible normalement, et puis d'autres jours où je me dis non, quand même t'es un peu trop sensible, etc. Donc j'ai toujours pas la réponse, mais en revanche, je pense qu'il y a quand même quelque chose qui est en train de se passer sur ces sujets-là. En tout cas, j'ai l'impression que la parole se libère quand même beaucoup plus sur la question des émotions, qu'on comprend aussi ces fameux mouvements de l'importance des soft skills en entreprise, et c'est tant mieux. Voilà, je pense que c'est plutôt des bonnes nouvelles. Et d'ailleurs, de voir ces réactions que tu as sur le post, ça montre que c'est de moins en moins un tabou, parce que finalement, les gens sont très à l'aise de commenter, de dire ah bah moi aussi, etc. Donc, oui, mais bravo de l'avoir fait, parce que effectivement, ça ouvre. En fait, moi, je suis fan de toutes ces façons d'intervenir qui ouvrent des conversations qui n'existent pas, ou qui existent dans la solitude, chacun dans son coin, en se disant voilà, je suis pas normale, je suis pas ci, je suis pas ça. En fait, je suis hypersensible, ça veut dire je suis humaine, quoi. Je suis humain, je suis humaine. J'ai des émotions, il y a des trucs qui me touchent. Parfois, c'est disproportionné, mais voilà, parce que je suis humaine. Et je ne sais pas comment on dit en français, messiness, tu sais, ce côté bazar en fait de la vie et de l'expérience humaine. On est enfin en train de reconnaître que c'est une réalité, et que c'est un badge qu'on doit mettre de côté notre humanité. Je te rejoins. Et tu vois, moi, en fait, le message le plus important que je voulais transmettre, c'était que, en fait, moi,
pendant longtemps, j'ai vraiment vu ça comme une forme de faiblesse. En fait, je me comparais à des amis qui étaient pas du tout comme ça, ou même des collègues. Je me disais, mais comment elles font, elles, pour ne jamais avoir envie de pleurer, même, tu vois. Enfin, moi, ça m'est déjà arrivé, j'ai déjà pleuré au bureau, enfin, des choses comme ça, où j'avais l'impression qu'il fallait que j'aille me cacher parce que c'était beaucoup trop honteux ce qui m'était arrivé. Et même dans mon cercle proche, c'est un peu l'image qu'on te renvoie, mais comment tu as osé pleurer au bureau, etc. Enfin, c'est affreux de faire ça, tu vas ruiner ta carrière, etc. Et du coup, enfin, j'ai été vraiment longtemps dans ce truc de me dire, mais je suis trop faible, l'entreprise, ça sera jamais fait pour moi, je vais pas y arriver, en fait. Et donc, c'est un peu, moi, sur LinkedIn, il y a un peu cette approche où je me dis, j'essaie de dire des choses qui sont les messages que j'aurais aimé lire, moi, il y a quelques années, pour, entre guillemets, faire gagner du temps à d'autres personnes. Et dernièrement, j'ai fait un autre post qui était plutôt sur le fait de changer de voie professionnelle. Et le fait est que moi, ça m'a pris plusieurs années hein, pour vraiment y arriver et que j'ai eu vraiment une phase où j'étais complètement perdue. Enfin, j'ai vraiment employé ces termes-là. Et j'ai reçu aussi des messages de personnes qui disaient bah, merci d'en parler parce que moi, je suis dans cette phase-là. Et en fait, ça me rassure de savoir que c'est le cas d'autres personnes. Donc, voilà. Non, c'est très généreux et c'est salvateur parce que dans cette société de réseaux sociaux dans laquelle on vit, on se fait une image tellement faussée de la vie des gens et des cheminements et des processus et tout. Ça lisse tout. Complètement. Donc c'est chouette que c'est chouette que tu aies fait ça. Et lié à ça, j'aimerais qu'on parle aussi le quotidien d'un ou d'une entrepreneur. C'est quand même une succession infinie de décisions à prendre, petites et immenses. Et je suis très curieuse de savoir comment tu prends tes décisions, toi. Alors, moi, je suis très instinctive. C'est très, très, c'est très évident. C'est-à-dire que j'essaie de suivre mon instinct. Souvent, j'ai quand même des convictions. Après, parfois, généralement, plein de moments que je ne sais pas du tout. Mais ouais, j'essaie de suivre mon instinct parce que oui, j'ai assez confiance dans cet aspect-là. Après, je suis aussi je dirais très macro. Enfin, moi, j'ai besoin de comprendre un peu on va dire les grandes masses, les impacts des choses, etc. J'ai du mal avec les choses trop zoomées, trop détaillées. Voilà. Après, aussi, je dirais qu'en tant qu'entrepreneur, j'ai un petit peu aussi changé quand même la manière dont je prends des décisions parce que comme il y a beaucoup de décisions à prendre, j'ai aussi une approche aujourd'hui qui est quelque part un peu plus pragmatique, c'est-à-dire qu'il y a l'instinct, certes, mais il y a aussi... pour prendre des décisions, moi, j'utilise une méthode d'ailleurs qui est, je pense, assez connue, qui est le fait de dire il y a deux types de décisions finalement. Il y a les one-way door decision et je ne sais pas si tu connais les two-way door decision. Donc, dans un cas, le premier cas, ça veut dire que en fait, ta décision, il faut vraiment faire attention au sens où elle est un peu irréversible. Tu ne peux pas retourner en arrière. Donc, ça veut dire que là, il faut vraiment faire un bon niveau d'analyse, etc. Enfin, il faut vraiment se poser pour prendre ta décision. Et dans l'autre cas, c'est des décisions où en soi, il n'y a rien d'immuable. Enfin, si tu te trompes, tu repars en arrière et tu retenteras à quelque chose d'autre. Et donc, dans ces décisions-là, je me force à les prendre très, très vite parce qu'en fait, il n'y a pas lieu de passer trop, trop de temps parce qu'en fait, de toute façon, il y a rien on pourra toujours revenir en arrière. Donc voilà. Et du coup, on applique un peu ça avec mon associé et ça nous permet de gagner pas mal de temps. Parce que du coup, il y a ce truc de se dire, bah, au pire, on revient en arrière. Ça permet de dédramatiser en quelque sorte et de passer le bon niveau de temps, entre guillemets, sur les bonnes décisions. Donc il y a ça et après beaucoup d'instinct et je peux me permettre en fait d'être à l'instinct, on va dire dans le sens où en tout cas dans mon business aujourd'hui, mon associé lui il est très analytique donc du coup c'est pas mal parce que moi on a la méthode de contrôle on va dire donc pas à l'instinct mais on vérifie quand même un peu au niveau des chiffres si ça a du sens ou pas et voilà. Okay. Tu l'auras, c'est clair avec le choix que j'ai fait de faire des podcasts, mais j'adore les questions. Je crois beaucoup au pouvoir des questions. Et je me demandais s'il y avait une question, toi, c'est quoi la meilleure question qu'on t'ait posée ou que tu te sois posée? La meilleure question qu'on m'ait posée, que je me sois posée. Alors, je me pose énormément de questions. C'est même un vrai problème, avec beaucoup d'énergie. Donc, honnêtement, comme ça, j'ai peut-être un peu du mal à répondre.
Ou une question que tu aimes te poser régulièrement, alors peut-être, qui t'aide? Ouais, oui. Oui, Alors, il y a quelque chose quand même qui m'aide bien, c'est de me dire si tu voyais ce que tu fais là, d'un point de vue extérieur, si c'est pas toi, comment tu le percevrais? Parce que j'ai ce travers, je pense, de beaucoup de gens. En fait, quand il m'arrive des choses positives, enfin que voilà, on a des succès dans notre activité ou autre, en fait, dès que ça m'arrive, j'ai l'impression enfin, j'ai tendance à le ramener à quelque chose de très normal, de me dire, voilà, j'ai une interview dans un journal qui est quand même sur le papier quelque chose de bien, mais comme ça m'est arrivé, je me dis, oh, mais c'est normal, ça arrive à tout le monde. Et donc, du coup, en fait, c'est un problème parce que c'est un biais qui fait que à la fin, on a l'impression d'avoir rien accompli de tellement, entre guillemets, vraiment remarquable parce qu'on a l'impression que tout le monde est capable de le faire, enfin, que tout le monde le fait, etc. Et donc, parfois, je me dis, enfin, j'ai un fichier d'ailleurs qui est, c'est ce que beaucoup d'entrepreneurs font, je pense, les succès, parce qu'on est souvent tellement concentré sur tout ce qui va pas et tout ce qu'il faut améliorer que j'ai ma liste des succès, ça m'aide à me faire du bien. Et donc, je me pose souvent cette question, ok, si là tu te posais et que tu regardais ce qui s'est passé dans le dernier mois d'un point de vue extérieur, qu'est-ce que tu en penserais si c'était pas toi la personne? Et du coup, ça m'aide à revoir un peu, on va dire, avec une autre perspective les choses et à me dire, ça c'est vraiment bien, ça on peut être vraiment content de nous, etc. Sur les aspects négatifs, j'ai pas besoin de faire l'exo. Ouais, on a ce biais. J'arrive bien toute seule. Mais sur les plus positifs, non, ça m'aide bien. Ouais, c'est un super outil, ça, de se faire une liste pour les jours un peu plus pluvieux, où on a moins, où les idées pas très positives tournent en boucle, ça aide à les remettre à leur place. Je suis curieuse de toi aussi, Hélène, de savoir comment ce podcast, c'est vraiment sur l'intégration pro-perso et sur la manière dont on vit une vie qui soit riche, qui soit pleine de tout ce qui nous caractérise. On a beaucoup parlé de travail jusque-là. Comment tu te ressources, toi? C'est quoi les choses qui te nourrissent? Ah oui, alors l'activité ressources, ça c'est vrai que c'est un truc où, enfin, je pense que la première année d'entrepreneuriat, j'ai quand même eu un peu du mal à garder un équilibre et, enfin, je sais ce qui me ressource et j'ai un peu du mal à le garder dans mon agenda, on va dire, mais aujourd'hui, je m'améliore sur ce point. Et, et moi, je dirais que c'est beaucoup l'art, enfin, le contact de l'art. Moi, j'adore aller dans des musées, idéalement quand il n'y a pas trop de gens. Donc, je choisis en priorité les nocturnes. J'adore les musées le soir, c'est mon moment favori. Et ça me ressource beaucoup parce que généralement, j'ai soit plein de nouvelles idées, soit je me sens vraiment déconnectée. Enfin, ça me fait un peu le même effet que pour certaines personnes le sport. Moi, c'est vraiment ça. Voilà. Après, j'ai aussi un truc que j'adore, c'est aller dans des librairies de voyage très spécifiques. J'adore les livres, je passe énormément de temps dans les librairies, mais j'ai mes petites librairies favorites et en particulier les librairies de voyage parce que je trouve que j'adore passer des heures à feuilleter, à imaginer, à voir. Surtout qu'on a eu une phase où on pouvait quand même beaucoup moins voyager. C'était une sorte de manière de voyager indirectement. Et puis aussi, aujourd'hui, je fais beaucoup plus attention dans mes voyages, d'un point de vue impact, etc. Mais du coup, c'est un voyage mental, on va dire. Et ça fait partie de temps en temps. De temps en temps, quand je sens que j'ai besoin de m'évader, ça fait partie des choses que je fais beaucoup. Ouais. Et tu disais, quand tu es dans les musées en nocturne, tu as plein d'idées qui te viennent. Ouais. Comment tu fais? Qu'est-ce que tu fais de cette matière après? Alors, j'ai souvent, j'ai toujours un petit carnet de notes un peu avec moi et du coup, je note pas mal de choses. J'arrive pas toujours à retrouver mes idées après. Donc, je suis pas sûre que ce soit la meilleure méthode, mais je note beaucoup. Après, c'est aussi des choses où parfois. Enfin, je sais que ça arrive, ça repart, mais en fait, c'est plus que c'est pas forcément le bon moment pour cette idée et que c'est juste que, enfin, ça me donne de l'inspiration pour la suite, ça me montre un peu le champ des possibles. Et oui, l'art, moi, ça m'a toujours ouvert en fait sur d'autres perspectives. Enfin, c'est quelque chose qui fonctionne très très bien pour moi. Ouais. Et ça veut dire quoi pour toi l'équilibre vie pro vie perso? C'est un terme qui te parle?
Alors c'est vrai qu'on entend beaucoup parler. Moi, c'est vrai que, enfin, j'ai toujours eu un peu j'ai toujours un peu eu du mal entre les deux, hein. Enfin, j'ai rarement, enfin, quand j'étais salariée, j'y arrivais à la fin plutôt bien. Au début de ma carrière, pas du tout. À la fin, beaucoup mieux. Enfin, au bout de 5-6 ans, quoi, on va dire. Aujourd'hui, c'est très différent. Je dirais que c'est très, très, très pour eux. Enfin, j'ai vraiment pas trop. Enfin, les deux sont extrêmement connectés. Et justement, j'avais un petit peu réfléchi à ça parce que je me disais, c'est bizarre. Pourquoi j'ai autant de mal? Pourquoi moi je mélange autant? Pourquoi finalement tout ce qui se passe dans ma vie pro, ça m'impacte tellement dans ma vie perso? J'ai jamais réussi à être bien dans ma vie perso si ça n'allait pas dans ma vie pro, par exemple, et inversement. Et en fait, je pense qu'il y a aussi un côté où j'ai un rapport au travail qui est extrêmement émotionnel, enfin, voilà, et très peu utilitaire, on va dire. Donc, du coup, c'est vrai que j'ai besoin d'être passionnée et du coup, ce côté passionné dans mon travail, enfin, je fais que ça, forcément, ça rend les choses, enfin, les deux dimensions très poreuses. Ouais. Ouais, c'est intéressant parce que d'ailleurs, t'as dit quand j'étais salariée, j'y arrivais pas. Comme si c'était au début, j'y arrivais pas. Comme s'il y avait un truc à atteindre en fait. Et en fait, Ouais. tu parles de mettre des barrières ou c'était ça que tu veux dire par j'y arrivais pas? Oui, parce que bah, je travaillais trop. Enfin, je travaillais trop. Et en fait, au-delà de ça, au-delà des heures, enfin, mentalement, j'étais, même le week-end, j'étais encore dedans. Enfin, moi, au début de ma vie pro, j'ai même eu, enfin, ma toute première année, j'ai fait un burn-out. En fait, sur le moment, j'ai pas réalisé. Enfin, j'étais trop jeune, etc. Et j'ai compris après ce que c'était. Et, et donc voilà, j'arrivais pas trop à mettre, enfin, entre guillemets, à mettre les limites. Après, je me suis plus forcée, on va dire, en quelque sorte, déjà d'un point de vue des horaires. Voilà. Et puis aussi parce que j'ai pris conscience que voilà, enfin, moi, c'est vrai que le travail a toujours eu une part très importante dans ma vie, mais ça vient aussi de cette éducation où toujours, mes parents, enfin, mon père a toujours beaucoup valorisé les études, c'était toujours les études avant tout, etc. Et du coup, ça construit derrière, je pense, cette vision où voilà, ça a toujours été. Mais je pense que je me suis aussi permis ça parce que ça allait par ailleurs bien dans ma vie, que j'ai eu, enfin, je pense, de la chance de ne pas avoir de problèmes très importants, entre guillemets, qui fassent que ça me rappelle à l'ordre. Donc, c'était, entre guillemets, plus à moi de le faire. Donc, Et tu vois, c'est intéressant parce que je sais que des personnes qui vivent les choses comme tu les décris là, il y en a pas mal dans mes auditrices, dans mes auditeurs. Et je sais aussi qu'il y a plein de RH qui nous écoutent. Et je me demande souvent comment est-ce qu'on garde des gens comme toi. Et je me reconnais aussi beaucoup dans ce que tu décris, ce rapport très émotionnel au travail, un engagement très fort aussi, où c'est difficile de satisfaire des gens comme ça dans un contexte d'entreprise où on a moins la main sur les décisions, etc. Comment tu crois qu'on peut motiver des gens parce que l'entrepreneuriat, c'est pas pour tout le monde non plus. C'est pas un souhait pour tout le monde non plus. c'est vrai, c'est Je vrai. m'interroge. Moi, je pense que, enfin, en tout cas, moi, ce qui m'a manqué beaucoup à la fin, c'était de la perspective de pouvoir me projeter sur la suite, en fait. Enfin, c'est ce besoin de se dire, en fait, vers quoi je vais pouvoir continuer à me développer. Et je dis pas que c'est ce qui peut fonctionner pour toutes les personnes qui sont dans cette approche-là, mais en tout cas, dans mon cas, moi, c'est ce qui m'a manqué à un moment donné, c'est de me dire, ah bah, voilà, après, je vais pouvoir faire ça, puis je vais pouvoir faire ça, sans forcément se faire une cartographie hyper précise, mais en tout cas, pouvoir avoir un début de projection. Et puis après aussi, je pense que des entreprises qui comprennent aussi l'importance de la question de l'alignement, etc. Moi, je sais que j'avais dit dans ma précédente entreprise que bah, les sujets liés à la question d'empowernement des femmes, etc., c'était des choses qui me tenaient vraiment à cœur. J'avais proposé des choses, etc. Et c'est sûr que si on m'avait, entre guillemets, un peu sponsorisé là-dessus, proposé de prendre certains sujets là-dessus, ça m'aurait certainement aidé à rester en fait. Mais voilà, en faisant, enfin, c'est pour ça que je pense que toutes les mécaniques, quand on voit des Google qui proposent des 10% de temps qui peuvent dédier à des projets, je pense qu'au fond, c'est très intelligent parce que c'est en termes d'engagement, en termes d'épanouissement individuel, c'est très puissant pour les salariés. Donc voilà, à court terme, on a l'impression que finalement, on passe moins de temps sur la productivité en tant que telle de l'entreprise, mais au fond, sur le long terme, je pense qu'ils sont extrêmement gagnants. Ouais, je suis très, très d'accord avec toi.
je pense à nos auditrices et nos auditeurs qui écoutent et qui, en t'écoutant, se disent « Ah ouais, peut-être que si elle me dit qu'à partir de 30 euros par mois, je peux faire quelque chose, bah oui. » Donc, il y a évidemment Femka et tu vas nous parler un peu de vos programmes après. Mais est-ce qu'il y a des choses, tu vois, des livres, des newsletters, au-delà de la vôtre, mais que tu conseillerais pour commencer à se former soi-même sur le sujet, à se cultiver? Oui, bien sûr. Alors, il y a beaucoup de choses. Enfin, je pense que depuis que la crise de Covid, il y a un regain d'intérêt et c'est tant mieux sur les sujets de finances personnelles. Il y a un intérêt accru sur la question notamment de la liberté financière. Donc, il y a eu beaucoup de choses qui se sont développées et c'est super. Alors, en fait, en fonction des sujets, alors sur de l'éducation financière au sens large, il y a par exemple des newsletters comme Spoon qui font d'éducation financière un peu comme nous, avec un ton un peu fun et tout. Moi, j'adore leur ton et je trouve ça très, très didactique, très pédagogique. Sur des choses un peu plus précises, il va y avoir des newsletters comme celle de Snowball qui sont maintenant assez connues, etc. Où lui, il fait finalement plus un travail d'analyse, notamment, tenir au courant de tout ce qui se passe sur les marchés financiers. Donc ça, c'est assez riche. Après sur des choses plus spécifiques en immobilier, il y a de très bons livres pour se nourrir. Là je pourrais repartager, parce que là j'ai plus trop les titres exacts en tête, mais en effet il y a quand même beaucoup de ressources et même en tout cas même dans toutes les ressources gratuites, il y a beaucoup d'événements qui sont beaucoup de webinaires, beaucoup de choses comme ça. Enfin, je pense qu'il y a vraiment matière pour quelqu'un qui souhaite commencer. Voilà. Et c'est une bonne porte d'entrée d'ailleurs de commencer par, moi je dis souvent se former en douceur. Nous, c'est ce qu'on propose avec notre newsletter parce que commencer un petit peu à comprendre aussi les grands mécanismes derrière l'investissement, commencer à appréhender l'intérêt aussi, comment ça pourrait s'aligner avec ses projets personnels, etc. C'est des premières étapes importantes puisque aujourd'hui en France, on n'a toujours pas d'éducation financière à l'école ou même pendant les études. Donc, finalement, toute cette charge-là, cette responsabilité-là nous revient après. Et donc, c'est des formats qui sont intéressants aussi pour s'intégrer dans un quotidien surchargé potentiellement. Ouais, complètement. Et je sais que vous faites des webinaires gratuits aussi pour vulgariser des choses, etc. Donc, on mettra aussi les prochaines dates après la publication de l'épisode pour que les gens puissent s'inscrire. Et les programmes, il y a... Si tu veux nous en dire 2 mots sur ce que vous proposez. Oui, avec plaisir. Alors, en effet, nous, aujourd'hui, on propose, donc, d'une part, tu l'évoquais, donc une newsletter, donc une newsletter bimensuelle, qui traite de sujets très variés. Généralement, on fait des zooms par exemple, là, je traitais des régimes matrimoniaux, leur impact sur la finance personnelle dans la dernière newsletter. Ensuite, on a des webinaires, donc en effet, qui sont également gratuits, qui sont sur des thématiques, soit on reçoit des invités qui vont nous parler d'un sujet plus spécifique, soit c'est des webinaires, on va dire, plus introductifs, comment débuter dans l'investissement, ce genre de choses. Et puis, on a des parcours de formation, donc qui sont vraiment, nous, aujourd'hui, le cœur de notre proposition, qui sont notamment, on a un parcours qui s'appelle Start, donc qui s'adresse à toutes les femmes qui ont envie de commencer à investir, qui ont, par exemple, potentiellement certains freins, que ce soit de se dire, est-ce que finalement, j'ai assez d'argent, est-ce que c'est le bon moment pour moi, etc. Mais qui ont envie d'une formation qui, justement, va un peu au-delà, va même au-delà de simplement avoir de l'information, mais qui permet réellement de passer à l'action. Parce que c'est quand même ça le problème. C'est-à-dire que de l'information, il y en a partout. On ne manque pas d'informations. Voilà. Et ça, je dirais, on ne manque pas d'informations sur tous les sujets. En revanche, le passage à l'action, c'est toujours plus compliqué. Et donc, nous, c'est ça l'idée. C'est en 3 semaines, on pose vraiment tous les fondamentaux. On propose des choses beaucoup plus pratiques. Donc, on voit par exemple comment ça se passe quand je veux passer un ordre en bourse. Dans les faits, avec une plateforme virtuelle, comment ça se passe, quelles sont les bonnes questions à me poser avant en termes de pourquoi j'ai envie d'investir, en termes de projet de vie, mais aussi en termes de valeur. Donc, ça permet, en fait, c'est une démarche qui part de soi, de l'individuel pour aller vers les supports d'investissement plutôt que entrer par le produit et la performance. Donc, c'est une approche goal-based investing. On part du projet pour trouver le bon investissement. Voilà. Donc,
Donc, voilà. Et donc, c'est des formats aujourd'hui. Nous, on a un format digital qui est très flexible. Donc, l'idée, c'est que voilà, chacune peut suivre la formation en fonction de ses contraintes parce que c'est un des grands enjeux aussi. Aujourd'hui, beaucoup de femmes qui n'ont pas du tout de temps. Enfin, voilà, c'est compliqué de caler ça. Mais c'est un investissement pour soi. Oui, c'est ça. Mais c'est exactement et le message des équilibristes et la réalité de la vie des gens qui écoutent. Donc c'est parfait. Ça, c'est exactement ça. J'ai une dernière question pour toi, Hélène. C'est de savoir de quoi tu es fière. De quoi je suis fière? Je pense que je suis de cette mission-là de FEMCA. Depuis le début, on a reçu énormément de messages de femmes qui ont rejoint la communauté ou juste qui ont découvert l'initiative et des messages parfois extrêmement touchants, des choses qui font aussi partie de ce qui me donne la pêche. Et il y a notamment une personne qui, une fois, dont je ne la connais pas, ces messages anonymes, a écrit merci d'exister. Et ça, franchement, ce message-là, je le relis souvent. Ça m'a rendue fière, honnêtement, parce que je me suis dit, voilà, je pense que là, j'ai trouvé quelque chose, un projet, un sujet dans lequel mettre mes 80 000 heures avec un objectif qui pour moi a du sens et qui je trouve aujourd'hui et qui en a aussi pour beaucoup de femmes. Donc voilà, je suis fière de me dire qu'aujourd'hui on impacte concrètement. On a des anciennes participantes, apprenantes qui nous ont dit ça a changé ma vie. Alors ça peut paraître comme ça un peu extrême, mais en fait derrière la notion d'investissement, de finances personnelles, il y a aussi une notion de bien-être financier dont on parle peu quand même encore en France. Et finalement, c'est une des plus grandes sources de stress, ce stress financier, notamment chez les femmes. Et donc, je pense vraiment que c'est pas un sujet superficiel, c'est pas un sujet, on va dire, purement financier ou même, on va dire, superflu. Enfin, c'est un sujet qui en fait, ça recoupe, je pense, avec notre conversation sur le fait d'arrêter de le voir comme le mal. En fait, je pense qu'il y a aussi une manière. Moi, ce que j'ai toujours dit, c'est que je prône pas du tout le truc de dire il faut devenir riche, il faut à tout prix. Enfin, c'est pas cette vision-là, mais en revanche, se sécuriser financièrement, se dire que son argent, on l'a mis à l'endroit avec lequel, enfin, un endroit où on se sent aligné avec ça, etc. C'est en termes de bien-être personnel, de développement aussi personnel au sens large. Je pense que c'est important. Je pense que c'est une dimension clé. Donc voilà, je dirais que c'est ça. C'est du temps bien investi en l'occurrence. Et ça me fait beaucoup penser à la conversation qu'on a eue avec Lucille, que tu connais forcément. Oui. Et au-delà, c'était une conversation sous l'angle. Finalement, c'est un peu anxiogène ces sujets-là. C'est une réalité, mais et j'aime bien. Je trouve que c'est très complémentaire ce que tu dis sur comment est-ce qu'on peut prendre les choses en main pour se dire je construis quelque chose pour moi. Quelle que soit ma situation conjugale, mais j'investis pour moi. C'est pas que de l'argent. J'aime bien ce que tu dis là, ce que tu partages. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. C'est aussi penser à soi et oui, c'est indirectement se faire du bien, directement à son soi futur aussi, parce que c'est ça dont on parle, c'est de soi quand on sera à la retraite et que potentiellement aussi où on peut avoir des interruptions de carrière, on peut avoir des choses comme ça. Donc c'est se créer un filet de sécurité et se donner les conditions d'être d'avoir son esprit libre pour d'autres choses aussi. Ouais, et d'être actrice. Je pense qu'il y a beaucoup de... Tu vois, tu parlais d'anxiété, mais j'ai l'impression que... Enfin, c'est une réalité. La meilleure antidote à l'anxiété, c'est l'action. Complètement. Et donc, il faut agir, quoi. Ouais, complètement. Nous, ce qu'on ressent beaucoup, moi, quand j'échange avec les femmes, c'est ce sentiment de se dire, aujourd'hui, je suis pas forcément sur ce sujet, je prends pas forcément mes finances personnelles en main et je sens que c'est un truc que je devrais faire et je me sens mal de pas le faire, en fait. Et c'est ce truc un peu latent, en fait, de se dire, en fait, c'est une procrastination, mais comme beaucoup de procrastination d'ailleurs, qui est assez désagréable, de se dire, en fait, je suis en train de rater quelque chose, parce qu'en plus, là, en ce moment, on est dans un discours ambiant ultra anxiogène d'inflation, etc. Donc, il y a ce truc de se dire, qui est vrai, d'ailleurs, de se dire que, forcément, on est en train, entre guillemets, de perdre de l'argent, on fait pas les choses qu'il faut faire, quand on fait rien, en fait, concrètement, pour son argent. Et donc ça,
ça participe à créer ce niveau d'anxiété très fort. Voilà. Et je pense vraiment que voilà, quand on a l'impression d'avoir, pas besoin d'avoir beaucoup d'argent, mais si on a l'impression d'avoir son budget en main, qu'on sait qu'on a d'une manière ou d'une autre un peu préparé, on est en train de préparer son avenir financièrement, eh bien, je pense vraiment qu'on gagne en sérénité. Et peut-être un dernier truc auquel je suis en train de penser, mais je suis sûre que tu seras d'accord avec moi pour dire que c'est jamais trop tard, parce que même si on n'a pas 30 ans, mais qu'on en a 45, oui, c'est pas trop tard. Non, c'est jamais trop tard. C'est jamais trop tard et tu as raison de le dire parce que ça aussi, je l'ai entendu. Alors, bien sûr, le mieux, c'est de commencer le plus tôt possible, entre guillemets, bien sûr, avec certaines réserves. Hein. Il faut avoir, encore une fois, suffisamment d'épargne, enfin, plein de choses par ailleurs. Mais, et puis, il y a cet impact des intérêts composés. Hein. C'est ça qui fait que l'investissement, finalement, ce qui compte le plus, c'est le temps. Mais c'est mieux de commencer. Enfin, comme on dit, hier, c'était le meilleur jour, mais aujourd'hui, c'est le second meilleur jour pour se lancer. Donc ça, c'est vraiment important. Et en effet, même à 40 ans, enfin 40 ans, 45 ans, ce qu'on peut. Hein. Il n'y a pas de date limite. Il n'y a pas de date limite pour se lancer. Et puis après aussi, justement, en fonction de ses horizons de temps et tout, on réfléchit à différents projets. Aujourd'hui, la chose positive, c'est qu'il y a une variété finalement de supports et d'options qui peuvent convenir à différents projets personnels. Ouais. Merci Hélène pour toutes ces informations, pour tout ce que tu as partagé sur ton histoire. C'est un régal d'échanger avec toi et on mettra tous les liens pour retrouver ton travail, votre travail, à ton associé et toi. Et merci d'exister, merci d'investir tes heures là-dedans et de contribuer comme ça. Merci beaucoup Sandra, c'était un vrai plaisir. À bientôt. À bientôt.